Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Ça se passe au Sénégal, c'est l'émission phare sur Adjo News Radio. Babacar Buzz Diédhiou et ses chroniqueurs discuteront du rôle de la première dame et du droit à la manifestation ce lundi 10 novembre 2014 à 20h heure Sénégal. Thème 1, première dame, son titre, sa fondation, son argent. Thème 2, le droit de manifester est-il un droit fondamental? Marche des libéraux. La manifestation, un droit constitutionnel ou un droit qui dépend des humeurs du président de la République. 20h, 22h, c'est l'heure du débat sur Adjo News Radio. Participez par Skype en tapant Adjo News Radio. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Qu'une institution aussi importante qu'une fondation de première dame soit laissée comme ça au bon vouloir de la première dame et de sa cour. C'est ça qui n'est pas normal à mes yeux. Mais on peut concevoir que la première dame ait une fondation et puisse dérouler ses activités correctement. Ça ne pose pas de problème dès l'instant qu'il y a des législations qui gèrent ça. Maintenant, l'autre volet, c'est-à-dire que traditionnellement, quand les premières dames organisent une fondation, c'est pour faire du social. Et là également, ça pose problème parce que c'est vrai, il y a des ONG qui sont dans l'humanitaire et tout, mais une première dame qui va faire du social, elle peut empiéter sur les ministères de souveraineté parce que le social également existe aujourd'hui. Il y a délégation à la protection sociale, il y a la direction de l'action sociale, il y a le ministère de la santé et de l'action sociale. Je pense que la première dame aurait pu faire l'économie en ne détournant pas des subventions qui auraient pu servir dans des ministères de souveraineté qui sont hautement plus qualifiés et hautement plus organisés. Moi, je pense qu'il y a également cet empiètement lié à la responsabilité sociale de la fondation de la première dame, alors que le social est géré par des ministères de souveraineté. Il y a même à la présidence des directions qui sont chargées de faire du social. Ça fait trop à mon goût. Ndiaga, à t'entendre parler, de façon, on abonde dans le même sens, pas que parce qu'on a envie, mais parce que déjà il y a un problème aujourd'hui par rapport à cet statut. Au début, je demandais son statut juridique ou légal. Ça n'existe nulle part. Au-delà de ça, donc nous avons la question des fondations et ça existait un peu. Je pense que donc on a parlé d'une tradition américaine que la France s'est un peu inspirée. Mais en France, d'habitude, quand on parle des fondations, il sort, et là c'est une question pertinente, il sort un peu de la France pour aller faire de l'humanitaire ailleurs. Et donc ici, notre humanitaire, c'est à l'intérieur. Est-ce que déjà ça pose pas de problème par rapport à la conception de cette humanitaire qui devrait être une bonne politique, une vraie politique du monsieur, du président de la République, au lieu d'être une délégation vers sa femme, une fondation. C'est pas des fondations, est-ce que c'est pas même des lettres qui nous arrangent finalement? Parce que c'est un peu louche. Donc quand on prend de manière générale la conception de la première dame, les fondations, les personnes qui la regroupent aujourd'hui, ça pose problème. Premièrement, donc juridiquement, elle n'existe pas, mais juridiquement, elle est payée, juridiquement, elle prend notre argent, elle bouffe notre argent et il n'y a pas de compte rendu. Au moment où on demande la déclaration de patrimoine, on devrait donc, si à la limite qu'on l'exclut pas de la gestion, qu'elle ne s'efface pas, elle devrait faire une déclaration de patrimoine pour voir combien elle a. Ça c'est un. Deuxièmement, par rapport à ces fondations-là, pourquoi elle devrait faire une fondation? Ça veut dire que on sent que quand on vient au pouvoir, il y a un côté social très élevé qu'on doit prendre en compte. Est-ce que cela ne devrait pas être une vraie politique ou la politique même de l'État au lieu de parler d'une fondation? Certainement, on va me dire, mais oui, c'est pas grave, de toute façon, c'est toujours comme ça, il faut en faire quelque chose. Mais vous vous rendez compte dans ce pays, combien de fois on tourne autour, toi qui es travailleur social, on tourne autour du mot social, social au niveau de la fondation, social au niveau de la présidence, social au niveau de la délégation sociale, et à la fin du compte, on s'en rend compte qu'il n'y a pas de social. Moi, c'est ça mon problème avec cette fondation, avec cette dame. Bon, Buzz, tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, c'est vrai, d'habitude j'entends les gens dire que voilà, le président, il a une forte sensibilité du social, mais voilà, donc ça fait rien, parce que effectivement, ce qui compte, c'est d'abord le projet social dont on dispose et le dispositif que l'on a pour mettre en œuvre ce projet social. Aujourd'hui, le président de la République, on le sent, a une forte sensibilité sociale. Il a la couverture de maladie universelle, il y a la bourse et tout ça, les bourses familiales et tout ça, il y a le plan Papa Sésame que Abdoulaye Wade avait laissé et tout, mais ça, il y a un émiettement des intervenants du social. Du coup, ça n'aide pas à la rationalisation des ressources
Et par exemple, la portée des actions du gouvernement n'est pas telle toujours évaluable, quoi. Ou bien quand on l'évalue, on a des rendements qui sont vraiment comment dirais-je, marginal par rapport aux objectifs que l'on se fixe, quoi. Maintenant, le problème, il ne faut pas que l'on se leurre, quoi. La question de la fondation du première dame, de la première dame qui doit faire du social, il ne faut pas que l'on se trompe, quoi. C'est du fonctionnalisme. C'est-à-dire qu'il y a mon mari qui est là, qui est président de la République. J'ai la possibilité, du haut de mon statut, de faire jouer mes influences, de décaisser de l'argent à tort et à travers, et d'aller essayer de faire bonne impression devant les Sénégalais pour montrer ma générosité et tout ça. Peut-être après même, la fondation peut être un moyen pour faire dans ce que l'on appelle le clientélisme politique, quoi. Parce que voilà, l'argent qu'on distribue, ce qu'on construit, les daras, mais c'est des ressources que l'on met à la disposition des gens qui parfois ne comprennent pas et se pensent être redevables à la première dame et au président de la République. Effectivement, tu viens de toucher un point essentiel, la compréhension de la population par rapport à ça. Parce que automatiquement, quand on parle de fondation, quand il y a le ramadan, qu'on organise des repas, je sais pas quoi, quand il y a l'inondation, qu'on essaie de venir au secours, est-ce que la population, je ne veux pas trop juger la population, est-ce qu'il se pose la question d'où vient l'argent que Marème Faye nous donne, tout en sachant qu'elle n'a rien, enfin, qu'elle n'a jamais travaillé dans sa vie. Donc, est-ce que la population se pose cette question? Est-ce qu'ils ne sont pas omnibulés par l'idée d'aider plutôt, sans se poser la question d'où vient cet argent? C'est vrai, moi je pense que c'est ça la question, le flou autour de la fondation de la première dame au Sénégal, et je pense que c'est la même chose un peu partout en Afrique, quoi, le flou. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, une première dame, dès l'instant qu'elle prend par devant elle la responsabilité, comme elle le dit ici, même si elle a subi des pressions, de gérer une fondation et de recevoir de l'argent public et des donateurs qui versent de l'argent parce qu'effectivement c'est la première dame, parce que peut-être ces donateurs-là veulent jouer sur les institutions pour gérer des questions privées. Cette première dame-là, dès l'instant qu'elle s'engage dans ces affaires-là, devrait faire une déclaration de patrimoine pour que l'on sache, parce qu'effectivement, dans les fondations, il est dit que ceux qui organisent, qui créent la fondation, ne devraient pas faire dans les activités dont ils sont les bénéficiaires. Ils ne doivent pas bénéficier de leurs propres activités et des financements de la fondation. Donc ça c'est clair. Donc on devrait pouvoir à terme peut-être juger de cela. Est-ce qu'on a bénéficié? Est-ce qu'on n'a pas bénéficié? Mais il n'y a pas de disposition réglementaire pour gérer cette question-là. Et il n'y a pas de communication pour faire comprendre aux Sénégalais le véritable sens de la fondation, les limites de la fondation, les limites de la première dame. Parce qu'une première dame, elle flotte. Elle peut se permettre d'entrer dans tous les ministères, de faire ce qu'elle veut. Elle peut se permettre d'entrer dans toutes les sociétés nationales, d'aller à l'extérieur dans les missions de son mari et de contracter, de signer des conventions de partenariat avec n'importe qui dans le dos des Sénégalais. Mais les Sénégalais doivent comprendre, quoi. Parce que quand on dit première dame, c'est vrai, il n'y a pas une institution qui est là et qui est organisée par des juridictions, mais à travers la première dame, il y a l'image du Sénégal. C'est très important, il ne faut pas oublier ça. Donc il faudrait que la première dame soit organisée pour qu'elle ne verse pas dans tout et n'importe quoi. Déjà, je pense que ce qu'elle dit là, elle dit qu'elle ne voulait pas, mais il y a des collaborateurs qui l'ont poussé. C'est-à-dire que demain, les gens peuvent, de la même façon qu'ils l'ont embarqué dans cette histoire, l'embarquer dans d'autres choses qui ne sont pas du tout catholiques. Et ils se feront aider par ce vide-là. Parce que s'il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de normes juridiques qui disent à la première dame, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire, les gens pourraient la manipuler et la faire des choses qui ne seraient pas bonnes pour l'image du Sénégal. Et ça pose énormément de problèmes. L'autre considération, moi je rigole souvent. Prendre un auditeur, effectivement, ça fait plaisir. Je vais le prendre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez à temps. Comment vous allez? C'est Bassirou Mbacké Diatta. Absolument. Oui, nous sommes en train de discuter aujourd'hui de deux questions. La première question, c'est sur la première dame. C'est-à-dire que le statut de la première dame qui est confus, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir. Il y a un flou juridique autour de son rôle, de sa fonction, et du coup, on se pose la question. La deuxième question, certainement, qui va t'intéresser, Mouché, parce que je sais que vous êtes du PDS, c'est la question de la marche. Mais on y reviendra. Mais d'abord, sur cette question de la première dame, je ne sais pas si vous êtes là encore. Oui, je suis toujours là, je suis à l'écoute, je m'entends bien. Donc, sur cette première question, est-ce que vous avez des choses à dire? Oui, tout à fait. Sur la première question concernant la dame. Mais nous, on ne comprend pas finalement une première dame, quel est son rôle dans ce pays finalement. Puisque ces premières dames, vraiment, avant qu'elles ne parlent, ce sont même les personnes qui disent que
c'est elle qui nomme et qui dégomme. Ça, c'est grave. Cause pour laquelle, quand elle entre en activité, on l'a vu gesticuler, on l'a vu. Si elle était une petite personne, elle n'est pas une petite personne, elle représente une institution. On l'a écouté parler, mais c'est désolant. C'est vraiment pas sérieux et c'est pas risque. D'entendre une première dame se comporter de la sorte, c'est vraiment désolant, monsieur Bada. Merci. Oui, revenons maintenant à ce, comme vous l'avez dit, sur le flou. Vous allez rester avec nous. Donc, à ce flou qui existe effectivement. Parce que dans nos juridictions, il n'y a rien, mais rien, un vide absolu qui ne donne pas de statut à cette première dame. Mais cette première dame se permet déjà de créer une fondation, mais de vivre au rythme de l'État, au moins de l'État. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui que nous nous posons des questions sur la figure de la première dame? Je pense que, est-ce que ça doit être une question absurde de le poser aujourd'hui ici? Ah, mais oui, c'est pertinent ce que vous venez de dire. Et il est temps que les gens s'interrogent sur ce que la première dame doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Parce que c'est piteux et c'est honteux d'entendre des ministres même dire que si ils sont nommés, c'est à cause de la première dame. Là, c'est vraiment déboussolant. Alors, nous, il est temps de définir le rôle de la première dame. Soit elle est dans le jeu ou elle est dans l'anti-jeu. Mais elle ne peut pas être à côté de son mari et en train de nommer et de dégommer. Nous, on ne l'accepte pas. Et elle est dans tout. C'est inadmissible. Et malheureusement pour nous, son mari, le président, dit que c'est l'une des premières dames à adhérer à la paire. Donc cela signifie que nous, on peut lui considérer comme une militante de la paire. Quand on parlera à la militante de la paire, désormais. Merci, vous êtes encore là. Je vous rassure que donc Bassirou Mbacké Diatta donc sera là, donc il participera au débat. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Mais donc on va continuer. Ndiaga, tu as entendu donc cet auditeur qui est là. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la première dame? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou voilà, vous allez plus que ça en tant que membre de APR? Donc vous considérez quoi? Il faut clarifier quoi. Quand il dit en tant que membre de APR, il parle de la première dame et non de moi qui n'a pas encore d'appartenance politique quoi. Voilà, bon, c'est une clarification à l'endroit de ceux qui nous écoutent quoi. C'est vrai, j'ai bien écouté Bassirou et il a raison, c'est-à-dire que l'absence de statut pour la première dame, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte à toutes les confusions aujourd'hui. La première dame, elle est l'épouse du chef de l'État, elle est militante de l'APR et puis après elle a une fondation qui reçoit des subventions de la part des sociétés nationales, des ministères et même du président de la République quoi. Ça fait trop à la fois et ça fait voilà un tollé général quoi. Moi je pense qu'on aurait dû peut-être revoir parce qu'effectivement une première dame, elle ne doit pas tout se permettre, elle ne doit pas mettre la patte un peu partout. En France, je t'ai dit que la première dame, elle n'a pas de rôle spécifique sinon que d'accompagner. On parle même de figuration, de rôle de figuration aux côtés de son mari pour peut-être recevoir des invités, l'accompagner en voyage, peut-être figurer à ses côtés lors de ses sorties publiques. Voilà le rôle des premières dames un peu partout dans le monde. Mais en Afrique, au Sénégal, les premières dames s'arrogent d'autres responsabilités publiques quoi. Parce que quand on a une fondation et qu'on l'on prend une des charges de l'État, le côté social, pour pouvoir les manager sans pour autant se prévaloir d'une quelconque légitimité, ni en matière d'élection, ni en matière de connaissance, il y a des problèmes. Parce que déjà, tu te dis que voilà, du fait que moi, je suis l'épouse du président de la République, je peux tout me permettre. Et les gens vont venir en laudateur, ils vont te dire que voilà, vous devez accompagner votre mari, il y a des gens qui souffrent ici, et puis ils vont vous embarquer dans une logique où ils vont, en fin de compte, chercher leur propre intérêt quoi. Moi, je pense qu'il y a lieu peut-être de revoir tout ça. Est-ce que pour revoir, il faut une institutionnalisation? Bon, il y a le débat s'est posé. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Parce que si on institutionnalise, au moins cela aura pour avantage de savoir le rôle de la première dame. Jusqu'où peut aller la première dame, jusqu'où elle doit s'arrêter. Donc ça, c'est important. Et quand elle aura des fonctions, elle fera l'objet de contrôle et d'évaluation quoi, par les organes de contrôle public. Voilà. Maintenant, je pense que peut-être, est-ce que la première dame, dès l'instant qu'elle n'est pas élue, est-ce que parce que je suis parent ou bien je suis affilié au président de la République, je dois avoir une responsabilité civile, je dois avoir un portefeuille? Bon, voilà, le débat est là et ça me laisse un peu perplexe.
Un peu perplexe, je viendrai sur Bassirou. Moi, je veux faire un parallélisme. C'est pas le moment parce que c'est le moment des transparences, effectivement, dans la gestion de l'État, la bonne gouvernance. Mais parce qu'on a un militant du PDS, j'aimerais pour faire une petite parallélisme entre Viviane qui vient de sortir et aujourd'hui, sans pour faire du, je sais pas comment je vais l'appeler, mais une petite parallélisme. J'ai l'impression, d'après cette déclaration que nous venons d'entendre de la première dame actuelle, que Viviane était plus, non seulement peut-être discrète dans la manière de faire, mais que la notion de fondation était plus automatique, je veux dire, sans être dictée au niveau. Donc, je viens... Je n'irai pas jusqu'à dire que Viviane était beaucoup plus, parce que là, on fait dans la comparaison de style qui n'a pas tellement d'intérêt. Mais la différence, c'est que quand Viviane est venue avec Wade au pouvoir, là, il y avait un statut, hein, parce que dans le décret de répartition des services de l'État, on voyait la première dame. La première dame était logée au palais, avec ses bureaux et tout. Mais là, c'est différent. Ici, dans le décret de répartition des services de l'État de 2014, la première dame n'apparaît nulle part. Et pourtant, elle a son organisation, elle a son local, son siège social, elle a son budget de fonctionnement, elle a tout. Là-bas, on avait un texte qui organisait. Peut-être c'est ça la différence qu'on peut relever. Voilà. Okay. Donc, Bassirou, tu as entendu juste toi qui es militant du PDS, la différence aujourd'hui entre les premières dames, c'est quoi? Allô? Allô, Bassirou? Oui. Oui, est-ce que tu as entendu la différence entre ces deux premières dames? C'est quoi aujourd'hui, en fait? Juste, c'est une petite question pour passer à autre chose. C'est pour voir, finalement, nous, comment gérer cette transparence et cette image du Sénégal par rapport à ces dames-là. Mais en tout cas, mon ami qui vient de sortir, j'aime bien son intervention, c'est pertinent. Et il a vraiment raison. Parce que le problème qui se pose présentement, vous avez essayé de comparer la première dame et Madame Viviane, ils ne sont pas les mêmes. Un, parce qu'ils n'ont pas les mêmes cursus scolaires. Deux, Madame Viviane Wade avait à ses côtés, jusqu'à présent évidemment, Maître Abdoulaye Wade. Maître Abdoulaye Wade, nous connaissons Maître Abdoulaye Wade avec sa dextérité. Donc ils ne sont pas les mêmes. Macky Sall, certes, c'est une personne qui est sobre, mais vraiment, il n'est pas en mesure de canaliser sa femme, certains disent que même c'est sa femme qui, quelque part, manipule. C'est ça ou c'est pas ça, ça ne nous intéresse pas. Mais en écoutant la première dame parler, on sait nettement qu'il y a des limites quelque part et elle est mal managée. Tout à fait. On reviendra juste... Oui. Bon, peut-être là, il faut dire à sa décharge quoi. Moi, je pense que le débat, le fond du débat ne réside pas dans le niveau intellectuel de la première dame. Parce que quoi que l'on puisse dire, elle est très bien entourée quoi, dans ses charges de présidente de fondation. Donc, la fondation peut bel et bien mener des activités et avoir des résultats. Mais le problème, c'est-à-dire qu'une première dame qui est l'épouse du chef de l'État et en vertu de ce statut-là, se donne des prérogatives, ces prérogatives devraient être encadrées. Regardez le cas de Mme Viviane Wade aujourd'hui. Elle est partie, mais il n'y a pas de compte sur sa façon comment elle a géré la fondation qu'elle avait occupée. Et quand elle partira, Marème Faye Sall, elle va partir comme ça. Et on a englouti des milliards comme ça, qui vont partir comme ça en fumée. Il n'y a pas de traçabilité ni rien. Et ce n'est pas conforme aux normes de bonne gouvernance. C'est ça, dans le principe, le combat qu'il faut mener aujourd'hui. Et puis l'autre affaire, c'est vraiment fâcheux qu'à chaque fois, quand Colette Senghor était là, elle avait peut-être sa petite affaire. Quand elle part, on rase tout, on reconstruit. Elisabeth vient, elle va rebâtir. Quand Abdou Diouf part, on détruit, on va reconstruire avec Mme Viviane Wade. Quand elle part également, c'est la route. Moi, je pense que ça ne nous mène à nulle part, quoi. Moi, ça, c'est un problème qu'il faut régler. Il faut en débattre, il faut en discuter. Et l'autre problème, c'est la dimension sociologique. C'est-à-dire que, est-ce que ce statut de première dame et les responsabilités qui vont avec dans la gestion publique sont compatibles avec nos réalités sociologiques. Je m'explique. Aujourd'hui, prenons le cas d'un président polygame qui vient
et qui devient chef d'État avec 4 femmes. On reviendra sur cette question parce que tu parles effectivement de cette question sociale. Sans parler de ça, si un homme, une femme est élue présidente de la République, qu'est-ce qu'on ferait? Donc il y a une question floue en tout cas dans ces questions. Mais on reviendra, Bassirou, juste une minute avec notre journaliste depuis Paris qui va nous faire une petite historique, on va dire, sur la station des Premières Dames. Bonsoir Tounof Mendy. Bonsoir à tous. Oui, Tounof Mendy, tu es là avec nous, oui? Oui. Donc, juste une petite historique, ou une petite, en tout cas, statut des Premières Dames à travers peut-être le monde ou à travers la France. Juste pour nous faire une petite historique. Voilà, juste pour dire que le statut de Première Dame en France, ça a toujours été un débat assez bouillant, en tout cas récemment. Et le débat a été réouvert en France à l'occasion de la publication d'informations sur la vie privée de François Hollande récemment entre son ex-compagne Valérie Trierweiler et une copine qu'on lui prête dans la presse. Mais pour être très clair, la Première Dame n'a pas de statut particulier en France, au sens ni constitutionnellement ni institutionnellement. Elle n'a même pas de salaire. L'État ne paye pas les épouses de chefs d'État en France. Officiellement, elle n'est même pas censée avoir de cabinet à l'Élysée, même si officieusement, on sait que certaines en ont. Je pense encore une fois à l'ex-compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, dont on dit qu'elle avait un cabinet avec plein de conseillers comme ça, surtout en communication. Elle a tout de même, la Première Dame en France, une place, mais juste dans l'ordre protocolaire. Elle est à la fois l'hôtesse du palais de l'Élysée et elle accompagne le président lors de ses voyages à l'étranger ou dans les cérémonies et les sommets internationaux. Sa place et son rôle relèvent tout simplement d'une tradition qui remonte à la monarchie française, adaptée, on va le dire comme ça, à la République actuelle. Et puis c'est juste un simple mimétisme de la France qui calque tout simplement sa situation sur celle des États-Unis, au point que d'ailleurs l'expression de Première Dame n'a jamais existé, enfin avant en tout cas, on n'en parlait pas en France, ça a juste été calqué sur l'expression de First Lady aux États-Unis. Alors que depuis les années 70, on s'est évertué juste à donner une fonction à la Première Dame, enfin justifiant ainsi, on va le dire comme ça, sa présence à l'Élysée, en la mettant en avant. On attend qu'elle humanise un peu l'image du chef de l'État, on attend qu'elle nourrisse un peu le côté affectif et identitaire du président par rapport aux Français ou par rapport aux autres. Et c'est justement ce rôle de, je vais le dire comme je le pense, de potiche que on va revenir encore une fois sur Valérie Trierweiler. Elle voulait pas de ce rôle de potiche, elle refusait ce rôle en donnant par exemple son avis sur les affaires politiques. Souvenez-vous, je ne sais pas si ça vous revient encore en mémoire, de l'affaire, le fameux tweet sur Olivier Fahlorny. Olivier Fahlorny, c'était un adversaire direct de Ségolène Royal, l'ex-compagne de François Hollande, avec qui il a eu des enfants. Et il était comme ça un adversaire politique. C'était des élections régionales ou je me souviens plus trop. Il a envoyé un tweet de soutien à Olivier Fahlorny, juste comme ça, ce qui a relancé encore une fois le débat sur le côté jalousie entre Ségolène Royal et Valérie Trierweiler. Mais bref, Valérie Trierweiler a fini par se ranger et du coup elle s'est occupée finalement, et principalement d'ailleurs, d'affaires humanitaires, d'associations, les fameuses fondations dont vous parliez tout à l'heure, qui sont tout simplement le portefeuille traditionnellement attendu de ce qu'on attend tout simplement d'une Première Dame en France. Voilà, tout simplement. On pourrait dire d'ailleurs, si j'ai encore un peu de temps... Si, allez-y, oui. Oui. Ouais, on pourrait même dire que le rôle de Première Dame en France est beaucoup moins fort qu'aux États-Unis, où une First Lady peut même figurer dans la liste des conseillers. Je pense d'ailleurs au cas d'Hillary Clinton, vous vous en souvenez peut-être, qui un peu s'est occupée d'une réforme phare, la réforme du système de santé à l'époque où son époux Bill Clinton était encore président des États-Unis. Même si aux États-Unis la First Lady est rémunérée, elle
elle n'est pas rémunérée, pardon, excusez-moi, elle n'est pas rémunérée aux États-Unis non plus, mais elle a tout de même son hébergement, son transport, sa sécurité même est prise en charge par l'État fédéral. Michelle Obama, par exemple, compte 20 collaborateurs payés par l'État fédéral. Voilà. En revanche, la place de la First Lady, pour revenir à elle, est bien plus forte que dans la plupart des autres pays européens où les époux ou les épouses des dirigeants restent très 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 discrets ou même continuent, en tout cas essayent de continuer leur carrière professionnelle. Pour en revenir à Valérie Trierweiler, toujours elle a essayé un temps de le faire en continuant son métier de journaliste, mais ça n'a pas duré longtemps. Et donc, hormis la France, en Europe en tout cas, les premières dames dans les autres pays sont totalement dans l'ombre. Est-ce que vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler du mari d'Angela Merkel, la chancelière allemande? C'est peut-être un cas particulier parce que c'est un homme en France, mais Joachim Sawyer est connu, il brille notamment pour sa discrétion, mais totale quoi. Bref, France, États-Unis, et au milieu, vous avez la France en termes de statut de première dame. Merci Tounof Mendy, notre journaliste depuis Paris. Le débat continue. Aujourd'hui, Ndiaga, directement, la question qu'on va se poser, malgré donc les demandes de certaines personnes en France pour que ça change, mais au Sénégal, donc donner un véritable statut à la campagne du chef de l'État pour amener la transparence. Rien n'est fait. Donc, on pourrait donc prendre cette question. La première dame garde une existence officieuse, faite d'usage et de tradition sans savoir des statuts réels. Est-ce que nous allons faire finalement, nous allons opter pour aller vers un statut réel ou bien on va faire comme ce qui se passe ailleurs, essayer de faire disparaître cette première dame? Est-ce qu'un statut réel à l'américaine ou bien au milieu comme la France, ou bien nous allons opter notre propre manière de faire ça? Parce que comme encore pour revenir au terme que vous évoquez souvent ici, il faut qu'on invente notre modèle à nous. Et là, nous avons deux exemples. La France, pas de statut réel, mais quand même, on profite de la situation. En Allemagne, pardon, aux États-Unis, avec une First Lady qui est carrément présente, avec des statuts, avec beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Ndiaga, dans ces deux cas-là? Moi, je pense que tu as posé une question importante pour nous autres Africains, parce que regardez un peu ce qui se passe partout en Afrique, un peu partout. C'est que partout où il y a eu des premières dames fortes, qui ont des pouvoirs, voilà, ça s'est tourné au vinaigre avec des scandales à n'en plus finir. Voilà, vous savez les histoires de femmes, regardez Chantal Biya et autres là, voilà, regardez Simone Gbagbo. Donc voilà, il y a eu des cas tristes où les premières dames ont plutôt enfoncé leur mari que voilà, aider à peut-être redorer le blason de leur image. Donc il est important, connaissant tout cela, de s'interroger sur, par exemple, la survivance parce que la première dame, pour moi, c'est une appellation plus qu'un statut. Parce qu'un statut, il y a des règlements, il y a des lois qui organisent cela. Et pour le cas d'espèce, il n'existe pas de règlement ni de loi qui organise le statut de la première dame. Donc c'est un titre tout simplement que l'on donne pour signifier, pour dire que telle personne est l'épouse du président de la République, et en cela, on lui donne une certaine crédibilité, et qui fait qu'aujourd'hui, on passe par elle pour régler beaucoup de choses. De façon caricaturale, c'est ça l'histoire des premières dames en Afrique. Et elle également, elle profite de son statut, de sa proximité avec le président de la République pour faire dans ce que l'on appelle le clientélisme politique. Quand le président de la République dit que ma femme me soutient et qu'on entend voilà, que sa femme est impliquée dans le choix de ses ministères, c'est tout le sens de la place que le président actuel entend donner à sa femme à ses côtés, c'est-à-dire qu'elle soit une militante qui va utiliser son statut de première dame pour élargir les bases de son parti, peut-être pour, quand il y a des difficultés d'ordre social, agir, calmer, tempérer, et puis donner une bonne image du président de la République et faire preuve de générosité. Mais je crois que, moi, par rapport à ta question, moi je suis pour
la suppression, que la première dame soit une première dame de l'ombre, quoi, comme Tourneuf vient de le dire, pour que cela ne crée pas de problème sociologiquement. Je t'ai dit que ici, qu'est-ce qui va nous arriver si une fois on élit un président de la République qui est polygame, quoi? Ça peut poser énormément de problèmes aujourd'hui. Donc moi, je suis pour une première dame de l'ombre, quoi, qui ne prend pas des responsabilités dans la gouvernance. Voilà. Bassirou Mbacké Diatta. Oui, alors, donc voilà, par rapport à cette situation, la France et ce qu'on voit aujourd'hui, donc toi tu es politique, vous êtes politique par rapport à votre expérience de la première dame, vous avez eu Viviane, enfin voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de réglementer notre vie politique, de trouver un statut qui est plus ou moins bien pour notre jeune démocratie, de trouver nos propres solutions? Qu'est-ce qu'il faudrait, enfin voilà. Je pense que la question est bien traitée par mes prédécesseurs et je les salue au passage. Moi, je pense que c'est déjà réglé. Il faut que la première dame arrête d'apparaître publiquement et de parler comme si elle était vraiment à la borne fontaine. C'est pas bon. Il faut réglementer ça. Il faut que les gens arrêtent vraiment. Une première dame ne peut pas et ne doit pas faire de la politique. C'est pas bon parce que une première dame est trop proche de son mari. Et vous comprenez le Sénégalais. Nous autres, quand on attaque vraiment une institution et quand elle descend aussi bas. Vous savez, le jeune qui a attaqué s'appelle Assane Mbacké. Assane Mbacké n'est même pas membre du comité directeur du PDS. Vous rendez compte? Assane Mbacké vient dire ce qu'elle a dit. La dame la descend au plus bas pour répondre à la dame. Pour répondre à Assane et dire n'importe quoi. C'est pas bien. Moi, je pense que pour réglementer l'affaire, il faut vraiment que les dames arrêtent d'apparaître publiquement et de parler de politique. Elle doit rester dans son coin, aider son mari si elle ne peut pas qu'elle sache. Parce que moi, je suis vraiment déboussolé d'entendre un ministre dire que si on est nommé, c'est à cause d'une première dame. Mais c'est inadmissible. Alors que nous, on a élu Macky Sall, on n'a pas nommé. On n'a pas élu Macky Sall pour que Macky Sall se casse derrière sa femme. C'est pas bien. Vraiment, nous, s'il y a des choses à régler, il faut régler ça. Parce que le président de la République, quand il exhorte vraiment à mettre de l'ordre au Sénégal, il faut commencer au niveau de sa maison d'abord, avant de sortir, au niveau du palais d'abord. Et tout à l'heure, mon ami a eu à dire qu'il est bien entouré. Moi, je pense que même s'il est bien entouré, sa communication a faussé. Si tu écoutes la première dame parler, si tu comprends Wolof et que tu écoutes parler, vraiment, c'est inadmissible d'entendre une première dame parler de la sorte. Donc, il faut revoir ça, c'est pas bien. Merci, merci Bassirou Mbacké Diatta. Je vous rappelle donc toi tu es du PDS, il faut que ça soit clair comme il est dit. Donc toi tu es du PDS. Donc c'est bien et le débat aujourd'hui il est bien civilisé parce qu'effectivement c'est le Sénégal qu'on pose aujourd'hui, c'est le statut qui est aujourd'hui un peu flou, que ça soit avant et après et aujourd'hui. Et il a raison peut-être que de plus en plus on avance vers une déstabilisation, une fragilisation, comment je vais l'appeler, ça devient banal, voilà, ça devient banal, parce que aller répondre avec des questions de détournement, c'est le début. Donc Ndiaga, si on reprend bien la question, donc c'est ce que tu disais, si c'était clair dès le début, la fondation était claire, la manière de faire était claire, l'argent qui passe était clair, les collaborateurs étaient clairs, mais là on a l'impression que rien n'est clair. Rien n'est clair parce que la dame même déjà, dans cette manière de faire la fondation, dit « on m'a obligé, c'est mes collaborateurs ». Or, comme tu dis, si on avait respecté la même fondation que Madame Viviane ou Elvez, donc ça devenait un truc officiel où chaque dame doit faire une continuité. Peut-être c'est pas les mêmes orientations, c'est pas les mêmes envies, mais une fondation, c'est une fondation. Ils œuvrent pour l'humanitaire et le social. On pourrait réorganiser la chose en gardant le pôle que s'occupait Madame Viviane, si c'est une côté sanitaire de la santé publique, parce que ça, c'est sa domaine. Quoi qu'on dise, elle a travaillé, ses diplômes, c'est dans la santé publique, donc elle va vers ça. L'autre qui n'a pas peut-être de diplôme, mais ça, c'est pas grave, comme on dit, c'est pas une question de personne. On pourrait organiser, effectivement, elle veut faire de l'humanitaire à sa manière, parce qu'elle est sénégalaise, quoi qu'on dise, il y a peut-être une manière de faire le jeu social. Donc, ensemble, pour garder ces statuts-là et continuer finalement. Je pense que Ndiaga, on peut trouver quelque chose... Je crois qu'il faut, vous l'avez si bien dit, que le problème n'est pas un problème de personne. C'est d'abord
la question de la place de l'épouse du chef d'État dans la République. Et il y a un vide juridique, alors que les responsabilités des épouses de nos chefs d'État prennent de l'ampleur. C'est ça le problème qui se pose actuellement. On dit, il y en a qui disent que voilà, il faut que ce vide-là soit comblé, que l'on donne un véritable statut à la première dame. D'autres comme moi pensent qu'il serait mieux de faire en sorte de ne pas donner un statut aux premières dames, de faire en sorte également qu'elle soit une première dame de l'ombre, comme à la française, qu'elle se contente d'accompagner son mari dans les apparitions, de l'accompagner dans ses voyages, de l'accompagner quand il accueille ses hôtes, etc. Parce que si on ne fait pas ça, c'est la cacophonie, c'est-à-dire que la première dame va être exposée, à travers elle, le président de la République est exposé. Combien de fois le président de la République est intervenu pour parler et prendre la défense de son épouse? Aujourd'hui, on pourrait dire que ceux qui parlent de dynastie Faisal peuvent trouver un argument valable dans les responsabilités que la première dame a dans l'espace public. Et je crois que ça, c'est pas bien pour la démocratie. Et je pense qu'on devrait poser sérieusement le débat et faire en sorte que la première dame ne soit plus au devant, comme nous le connaissons aujourd'hui, avec des responsabilités publiques, quoi. Qu'elle ne soit plus exposée, comme c'est le cas avec une personne qui n'a pas de statut politique, qui attaque, et la première dame qui sort pour riposter, et demain le président de la République qui va sortir pour en rajouter encore. Je pense qu'on peut faire l'économie de ce drame médiatico-politique, quoi, avec au centre la première dame et puis par ricochet le président de la République. Moi, je suis fondamentalement pour que la première dame là reste à côté de son épouse. Ça peut nous permettre d'anticiper sur des problèmes sociologiques qui pourraient se poser. Parce que si demain Ousmane Tanor Dieng, par exemple, qui est polygame, devient président de la République, la question du choix va se poser. Mais la question également des rapports de jalousie, parce que Touneuf a bien fait de rappeler le cas entre Trierweiler et Ségolène Royal. Donc, nous connaissons la question de vie de couple et les tiraillements, les questions de jalousie. Si un chef d'État vient avec plusieurs épouses et que ces épouses aient des cours, avec des pouvoirs, avec des moyens, ça peut créer un tollé au cœur de la République, et je pense que ça, on peut s'en dispenser. Il y a Maître El Hadji Diouf qui va amener 3 au Palais de la République, et aussi la question de Aïssata Tall, si jamais elle est présidente de la République, son mari, quel est son statut. Donc il va falloir qu'on soit clair. Et Ndiaga, oui là, ma dernière question pour clore, effectivement, nous avons posé, certainement les auditeurs qui nous écoutent, donc ont bien compris que cette première dame n'a pas de statut et il vit au profit de l'État, du contribuable sénégalais. On nous dira que c'est normal, mais il est temps qu'on se pose la question. J'espère que les auditeurs ont compris que le but de ce débat, c'est de pousser les gens à réglementer cette question-là. Mais aujourd'hui, Diaga, comment on va faire? Ma question, c'est ça. Pour que les Sénégalais, pour finir avec ça, se rendent compte que l'argent que la Fondation nous donne, c'est l'argent qui n'est pas clair, on va dire. On ne sait pas d'où vient cet argent-là. En tout cas, c'est des fonds qui nous ont donnés par comme là, avec le cas, où les marabouts disent qu'il devrait mieux que ça passe directement par les marabouts. Et il y a une question floue, en tout cas, que cet argent, les Sénégalais doivent être clairs. Comment faire à ce niveau pour dire que l'argent qu'on vous donne n'est pas un argent clair? C'est peut-être votre argent d'ailleurs. Voilà. C'est vrai que là, moi, l'argent qui fait fonctionner les fondations, y compris la fondation de la Première Dame, est connue. On le dit, il y a une loi qui organise les fondations. Et que c'est cette loi-là qui, en même temps, prend en charge la question de la fondation de la Première Dame. C'est les dons, les subventions. Comme aujourd'hui, elle a parlé dans son intervention de la famille Benjeloum, ces Marocains-là qui ont financé le Dara moderne qui va être construit. Ça, c'est des dons. L'État également peut subventionner. Maintenant, la question, c'est la question de la transparence. Parce que j'ai dit, les principes de la transparence disent que partout où l'État met de l'argent, il y a la possibilité d'exercer un contrôle républicain sur cet argent-là. Ce qui n'a jamais été fait
jusque-là. Dans la même lancée, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Parce que moi, qu'est-ce qui me pousse à donner une autre fondation au lieu de donner à la fondation de servir le Sénégal? Si je veux bien avoir une certaine visibilité, je donne. Est-ce que donc il ne faudra même pas éliminer finalement cette fondation qui peut avoir des conflits d'intérêts, Omiaga? Moi, ma position, elle est claire. Moi, je suis pour une première dame de l'ombre, quoi. Une première dame qui ne va pas peut-être se mêler à des gestions publiques, quoi, qui devrait se mettre dans une posture à rendre compte. Parce que ça l'expose et du coup, le président de la République est exposé. Telle est ma position sur cette histoire-là. Maintenant, il faut relever également un autre point. C'est que les Sénégalais ne connaissent pas le régime des fondations. De façon générale, les fondations ne sont pas connues. Aujourd'hui, il y a les associations, les fondations, Fondation Sonatel, Fondation Paul Guérin-Lajoie, etc. Mais les Sénégalais ne les connaissent qu'à travers leurs activités. Les règles de fonctionnement, les sources de financement, la provenance des fonds, ça pose problème, c'est l'opacité totale, quoi. Maintenant, il y a une législation en tous les cas. Mais je pense qu'une première dame a un statut particulier qui devrait faire que particulièrement elle soit soumise au contrôle républicain, que les organes de contrôle de la République puissent quand même mettre de la lumière sur les activités de la fondation de la première loi, à défaut de la mettre à l'écart. Et oui, nous allons finir, c'est ça, c'est effectivement la lumière sur ce qu'elle fait, ça c'est intéressant. Et ce sera le mot de la transition pour passer à notre deuxième question. Et oui, la question a été discutée, donc sur le statut de la première dame. On y reviendra si effectivement les auditeurs, comme ils le font, ils nous demandent de revenir sur une question, comme ça a été le cas avec le Burkina, nous avons discuté 2 fois. Sinon, directement sur la question, Ndiaga, je t'avais dit, la question c'est quoi? C'est le droit à la manifestation. Une question qui revient tout le temps. Wade est allé plus loin que ça, a même réglementé, a même demandé aux gens, a même limite poussé les gens. Je ne suis pas fan de Wade, au contraire, je suis même, je ne vais pas taquiner. Mais il y a quelqu'un qui me disait une phrase et ça m'a un peu fait tilter. Il me dit, Wade a été victime même de son ambition de vouloir éduquer une population. Autrement dit, d'avoir créé beaucoup d'écoles, que les gens aillent à l'école et de comprendre la chose. Et j'ai compris aussi pour le droit de la manifestation, il avait quand même mis des choses qui, aujourd'hui, sont en train d'avoir un recul. C'est pourquoi on pose la question. Certainement, tu vas me dire que j'attaque directement la question, mais ça fait plusieurs fois, quand les gens veulent manifester, on interdit de manifester. Le droit de la manifestation, Ndiaga, dans notre peuple-là. C'est ça ma question aujourd'hui. C'est le deuxième point de notre débat. Voilà, tu as raison. Je signale que ça fait, il y a quelqu'un qui l'a posté, je crois que c'est le journaliste Pape Alenia qui dit que ça fait 8 mois que le Parti démocratique social, le Parti démocratique sénégalais est interdit de manifestation. Mais moi, je ne vais pas, c'est vrai, c'est un fait très important qu'il importe de relever et de consigner. Mais pour ce cas, ce dernier cas d'espèce, je pense que ce qui se passe est vraiment inadmissible. J'ai demandé ce matin à un ami qui est juriste, je lui ai dit que est-ce que de mémoire tu as connu une mesure pareille? C'est-à-dire quand le gouverneur prend un arrêté qui va suspendre. Excuse-moi, Ndiaga, de te couper, c'est très important les auditeurs. Oui, je vais prendre un auditeur, Abdou Khadra. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir Abdou Khadra. Allô. Oui, donc il n'est pas là. Allô, allô. Il ne nous entend pas. En plus, j'ai coupé Bassirou. Oui, il ne nous entend pas. Donc, il va falloir que vous rappelez. Ok. Ok. Donc, on continue. On continue. Ndiaga, oui. Ils ne sont pas là. Donc, voilà. Voilà, donc, dans ce cas d'espèce, ce qui se passe présentement au Sénégal, c'est que le gouverneur de Dakar a pris un arrêté qui va interdire les manifestations du 10 au 5 décembre. Du 10 novembre au 5 décembre, je crois. Et ça, moi, je pense que c'est une mesure digne de l'état d'urgence qui met, entre parenthèses, tout ce qui a été consacré par la Constitution en termes de liberté civile et politique, la liberté de marché que nous avons connue avec Abdoulaye Wade en tant qu'il a pris la décision de consacrer ça dans la Constitution. Et ce qu'il y a de cocasse dans cette affaire et d'inacceptable, c'est que, voilà, quand le gouverneur prend une pareille mesure, cette mesure est un ordre qui vient
du ministre de l'Intérieur, lui-même ayant reçu l'ordre du président de la République, qui est encore revenu pour appuyer la mesure. Et je pense que ce qu'il y a d'inacceptable, c'est que en 2011, nous avons connu ici, dans le cadre du FESMAN, de pareilles situations où Abdoulaye Wade était au pouvoir et il y avait une interdiction de marche, quoi. Et les gens s'étaient mobilisés. Et le président de la République, à minuit, est revenu sous les auspices de la médiation de Serigne Abdou Aziz Sy sur sa décision et il y a eu finalement marche, quoi. Moi, ce que je trouve inacceptable, c'est que ce sont ces mêmes gens-là qui défendaient le principe de la liberté de marche qui sont dans une posture de violer ce principe, à commencer par le président de la République. Et ça, c'est de mon point de vue inacceptable. Et c'est un combat de principe, c'est un combat citoyen qui vaut la peine d'être mené. Oui, on reviendra juste pour prendre un gars du PDS, je ne sais pas s'il est là. Bassirou Mbacké Diatta. Oui, il est là. Donc, par rapport à cette question, d'abord, il faut commencer par ce droit de manifester avant de revenir au cas particulier, comme tu dis, du PDS, de ce qui se passe depuis l'arrivée, l'avènement du pouvoir de Macky Sall, en fait, cet bâillonnement de la liberté des citoyens. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est l'occasion de saluer mes prédécesseurs parce qu'une fois de plus, quand ils parlent, je m'y retrouve. Et une fois de plus, je tiens à dire que, d'abord, je vous signale que je suis dans le noir. Il n'y a pas de courant ici. J'ai du mal même à vous entendre. Ma batterie risque de sauter. Parce que tu nous appelles d'où, là? Je suis à Golfe Sud, mais dans le noir. C'est important de le dire. D'accord. Rien que ça, ça justifie pourquoi je dois marcher pour protester et pour montrer que Macky Sall, tous ses engagements, c'est dans le 1. Deuxièmement, l'article 8 de la Constitution me consacre ce droit de marcher, de manifester tout ce que j'ai dans le cœur, par la plume, par la marche, par les protestations. Et quand on me prive de ce droit, vraiment, je pense que on va aller trop loin. Ce que j'ai préparé pour le dire, je ne peux pas le lire parce que tout simplement, je suis dans le noir une fois de plus. Vous savez, le comité directeur du PDS a décidé de marcher impérativement et personne ne peut nous empêcher de le faire. Oui, allô? Bassirou, attends, une minute, il y a un auditeur. On va revenir vers toi, Bassirou. Juste un auditeur. D'accord. Voilà. Oui, allô, Abdou Khadre. Oui, c'est moi, je vous entends bien. Tout à fait. Ok. Donc, est-ce que tu as entendu le débat? Oui, on t'entend très bien. Voilà, en fait, je voudrais juste faire une petite intervention. Allez-y, oui. Pour les auditeurs, en tout cas, écoute sur la radio News. Oui. Voilà, je voudrais tout juste faire une petite intervention concernant l'interdiction de la marche du PDS. Tout à fait. Allô? Oui, on t'entend très bien. Voilà, en fait, moi je suis pour le respect et le respect en tout cas des droits qui jouissent notre démocratie. Alors, si le PDS et les membres du PDS décident de marcher, de protester en tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas dans ce pays et qu'ils sont dans leur parfait droit de manifester. Alors, parce que c'est un article qui est dans la Constitution qui permet à tout un chacun, à tout citoyen de protester, de dire ce qu'il pense de la démocratie, de dire ce qui ne va pas dans le pays. Mais à mon avis, je veux juste savoir pourquoi ils ont calé leur date qui coïncide peut-être au début ou bien à la dernière semaine qui coïncidera avec le sommet de la francophonie. Alors, pour cela, j'aimerais juste être d'accord avec le président Macky Sall d'interdire toutes sortes de manifestations jusqu'à la fin du sommet de la francophonie parce que je pense que ça peut nuire et ça peut compromettre tout ce qui est manifestation durant ce sommet. Donc moi je vais proposer au moins aux gens du PDS, aux leaders de parti, aux leaders d'opinion et aux citoyens simples d'arrêter toutes sortes de manifestations jusqu'à la fin de ce sommet de la francophonie. Après, ils auront Abdou Khadre. Voilà, je pense que c'est... Oui. Oui, tout à fait. Moi, j'ai juste une question. Après, on donnera au gars du PDS de te répondre. La question que je me pose, est-ce que tu as suivi l'évolution des choses, que c'est pas les gens du PDS, sans être de parti de PDS, ils ne sont pas à leur deuxième demande ou en tout cas ou de refus.
ça fait au moins 3 ou 4 fois, en tout cas je me souviens de 4 ou 3 fois, qu'on les refuse. Aujourd'hui, le prétexte, c'est la francophonie. Mais avant, c'était quoi le prétexte avant? Avant, il n'y avait pas, c'est vrai, il n'y avait pas de prétexte, parce que tout le temps, le préfet et, disons, le gouverneur, à tour de rôle, venaient tout juste d'interdire toutes sortes de manifestations. Mais l'argument qu'ils ont élevé, c'est-à-dire l'argument pas de la défense, l'argument du palais présidentiel et de ses membres du gouvernement de Macky Sall, l'argument qu'ils ont eu à élever cette fois, c'est à cause du sommet de la francophonie qu'ils décident maintenant d'interdire toutes sortes de manifestations. Maintenant, voyons voir quels sont les aboutissants et les tenants de cette interdiction, parce qu'à peu près ils ont griffé sur ce qui pourrait être une interdiction qui peut nuire, une manifestation qui peut nuire au sommet de la francophonie. Maintenant, c'est l'argument qu'ils ont avancé. Décidons et regardons nous-mêmes, est-ce que c'est l'argument qui serait valable après le sommet de la francophonie, et voyons voir exactement s'il s'agissait du sommet de la francophonie ou bien s'il était animé par le seul désir d'interdire. Merci Abdou Khadr, merci en tout cas de ta participation. Donc on va revenir avant toi Ndiaga, on va rester toujours parce qu'on avait privé de la parole. Bassirou Mbacké Diatta. Oui, tu as entendu l'auditeur qui vient de sortir, donc je sais pas, tu peux répondre peut-être, oui. Si j'ai bien entendu Abdou Khadr, que je salue. Mais je dis que vraiment, moi je suis content du débat, parce que s'il y avait de la lumière ici, j'allais vous lire les dates par date qu'on a interdit au PDS. Nous, les jeunes de Digitaire, une fois on a interdit aux jeunes de marché. Dans les régions, on a interdit aux jeunes de marché et aux sections, différentes sections du PDS de marché. Ici, même dans la banlieue, la semaine passée, on a interdit à la jeunesse du PDS de marché. Et cette fois-ci, ce n'est pas le PDS. Cette fois-ci, c'est le front coordonné par Diop de Croix. Donc, c'est le PDS et les autres alliés qui sont sur le point de faire cette marche. Donc, moi, ce que j'aimerais dire tout simplement, il ne faut pas que les gens oublient. Voici que 8 mois, nous, on n'a pas marché. Tout ce qu'on faisait a été interdit. Soit on va jusqu'à le faire, un marabout ou un chef religieux appelle la direction du PDS pour nous demander d'arrêter. Les jeunes insistent, mais puisque nous, on croit à Abdoulaye Wade, ils nous demandent de laisser. Lorsque Abdoulaye Wade rentrait de Paris, ils ont refusé systématiquement à ce qu'on l'accueille. Mais ils ont vu ce qui s'est fait sentir le jour-là. Toute la jeunesse de Dakar était sortie. On a chiffré ça à des millions. Il continue encore. Les gens me parlent de francophonie. C'est quoi la francophonie? Qu'est-ce que la francophonie a de plus que nos droits ici? Est-ce que la francophonie sait que présentement, au moment où nous parlons, il n'y a pas de courant? La francophonie ne comprend pas ça. L'autre chose que je suis en train de dire, est-ce que la francophonie comprend que tous nos militants du PDS, certains parmi nous sont au Niouf, alors qu'ils n'ont rien fait? Ils peinent à nous dire où se trouvent les 48 milliards de Singapour. Ils ne le comprennent pas. Est-ce qu'ils comprennent que des jeunes sont sachés de leur travail, ne travaillent pas? Est-ce qu'ils comprennent qu'au moment où nous parlons, il y a des sortants de Fazès, je ne sais pas, qui sont en grève de faim? Ils ne le comprennent pas. Est-ce que la francophonie est plus valeureuse que... la francophonie est plus valeureuse que le Magal de Touba? On n'en parle pas, on parle que de francophonie. C'est pas sérieux, soyons sérieux et laissez les gens exprimer ce qu'ils pensent. Ils ne le font pas, nous on va marcher impérativement. Lorsqu'on inaugurait le monument de la Renaissance, au même moment, Niass était là avec ses pères en train de marcher. Lorsqu'on a autorisé le 23 juin, Niass avait une pierre, il manifestait. Où sont ces gens-là? Où sont les gens du M23? Ils se sont tous tus. Pour quelle raison? Et maintenant, nous, surtout nous, la jeunesse du PDS, on va faire impérativement notre marche. Quel que soit le prix, on va le faire. Merci. Ndiaga, tu as entendu, ça c'est en parole d'auditeur. Bon, nous, on essaie, on comprend les états d'âme, et nous, on essaie d'aller au-delà de ça, même si, moi, Ndiaga, il faut le dire, hein, les gens ils me disent, oui, mais dans ton débat là, on dirait, non, moi je dis la vérité, parce que c'est au nom du droit, au nom de la liberté des gens, qu'il faudra effectivement qu'on parle. Si nous, on est là, nous, on a, au même titre comme le dit, manifester quand il était temps pour Wade, on l'a dit dans nos radios aujourd'hui, mais aujourd'hui, quand on constate ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression, moi je l'ai écrit dans un article, qu'on va vers une monarchie, une dictature dans ce pays-là. Personne n'ose dire rien, le président, même le ton, c'est un ton guerrier. De mon point de vue. Voilà, moi je pense que si on ne verse pas dans les querelles de chapelle politique,
tous les gens de bonne foi savent que il est question là d'un abus de pouvoir, hein, quoi que l'on puisse dire, comme ce fut le cas et constaté par la Cour suprême à l'époque, quand, je l'ai dit, avec le FESMAN, cette opposition-là d'antan qui est aujourd'hui le pouvoir actuel a voulu manifester et que les gens ont dit non. Alioune Tine à l'époque avait intenté une action devant la Cour suprême qui lui a donné raison. Donc même la loi de notre pays a donné une jurisprudence qui vient mettre la lumière sur cette question. Mais j'ai d'autres considérations à relever. Parce que moi, j'ai des problèmes. Parce que quand le préfet de Dakar sort un arrêté pour interdire toutes les manifestations, on dit interdiction générale de manifestations publiques. Mais est-ce que le sommet là, c'est pas une manifestation? Donc, si on maintient le principe du fait que la loi est là pour tous, donc même ce sommet-là, ça veut dire que durant ce mois-là, il ne devrait même pas y avoir un rassemblement de 2 personnes. Mais la loi est manipulée et orientée. Et c'est ça qui n'est pas conforme au principe de l'état de droit. Un état de droit, c'est-à-dire que nous sommes tous égaux devant la loi. Même le président de la République doit se plier devant la Constitution, devant la loi. Donc on dit interdiction de manifestation publique dans Dakar. Et Diamniadio, faisant partie de Dakar, on accepte que le jour des cars rallient un peu partout du Sénégal pour aller rallier Diamniadio. N'est-ce pas là une manifestation? Donc c'est une question que je pose. Et je pense, l'autre point, c'est que moi, je suis moins préoccupé par la manifestation du Parti démocratique sénégalais. Parce que le problème, c'est, je trouve vraiment inadmissible que le gouverneur se réveille du jour au lendemain pour dire que pour un mois, il n'y aurait pas de manifestation publique. C'est-à-dire qu'on suspend la Constitution, un droit constitutionnel. Et pour un mois, ce qui ne s'est jamais fait de toute l'histoire du Sénégal, j'ai vérifié, j'ai demandé, j'ai été voir les archives, jamais dans l'histoire du Sénégal, on a eu une décision pareille qui suspendrait les libertés politiques et civiles pendant un mois. Et pour moins que ça, les gouvernants d'aujourd'hui se sont mobilisés. Moi, quand on se mobilisait pour faire la marche, en 2011, avec le FESMAN, j'étais au devant, avec les Macky Sall, avec les Talla Sylla, avec les Alioune Tine, avec Moustapha Niasse, tous pour se battre contre une parfaite forfaiture de ce genre. Et pour moins que ça. Aujourd'hui, on nous prive de liberté pour un mois et les gens disent que voilà, pour les besoins de la francophonie, c'est vrai. Voilà, Macky Sall nous dit que voilà, vous savez que nous, il y a la menace terroriste. La menace terroriste a existé depuis plus longtemps. Moi, je pense qu'il faut que l'on soit sérieux. Maintenant, il y a 2 postures qui tiennent. Et là, je le dis à l'endroit des politiques. Une posture de rapport de force et une autre de légaliste. C'est-à-dire que le rapport de force voudrait que, tout comme il l'avait fait pour le passé, que les gens maintiennent leur décision de marche et se préparent en conséquence à toute éventualité. Une petite parenthèse, effectivement, parce que au début, tu fais une différence entre quand tu dis tu es moins préoccupé par la marche du PDS, mais là, en ce moment, est-ce que le combat du PDS, encore une fois de plus, ne devrait pas être le combat de tout le monde? Parce que c'est effectivement aller à l'encontre de ce que Macky veut pour la République. Est-ce que je vois la différence? Mais moi, j'ai envie... Oui, allez, vas-y. Le combat du PDS, c'est le combat du PDS. Et justement, le combat ne devrait même pas être formulé de la sorte. Le combat devrait être ainsi formulé. Le combat du respect des libertés politiques et citoyennes. Maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu la déclaration de la société civile, Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, RADDHO et tout. Donc je pense que si on cantonne ça dans les prairies politiques, on risque de saper le mouvement qui devrait être un mouvement qui va capitaliser les forces vives, quoi. Parce que moi, je pense que le problème, c'est pas le PDS. Le problème, c'est une constitution. C'est la constitution qui a été violée par celui qui est censé la protéger. Le président de la République, mine de rien, est le garant de la constitution. Et aujourd'hui, il va suspendre
un droit constitutionnel pendant un mois pour des motifs qui ne tiennent pas la route, quoi. Moi, je pense que cela nécessiterait quand même que l'on transcende les partis politiques, parce que voilà, si on met en avant l'appel du PDS, d'aucuns vont saper le mouvement pour dire que voilà, ils vont descendre pour Karim Wade, ils vont descendre pour Abdoulaye Wade, ils vont descendre pour cela. Et je pense que c'est des combats de principe qui transcendent les partis politiques. C'est pourquoi je dis que ça ne devrait pas être le combat du PDS, mais le combat des forces vives et des républicains, des citoyens de ce pays. On reviendra sur les deux rapports d'ailleurs qui sont très importants, le rapport de force et le rapport légaliste. On reviendra sur ça, parce que le peuple finalement, comme partout, le dernier mot lui revient, et le peuple a droit à l'insurrection d'ailleurs, si il y a des cas comme ça. Mais je reviens d'abord à notre auditeur donc du PDS, Bassirou Mbacké Diatta. Tu as entendu le combat. Est-ce que vous prenez ce combat-là pour un combat du peuple? Bien évidemment, certainement tu me diras oui, ou un combat du PDS finalement? Absolument, le PDS c'est le peuple. Oui. Non, mais ça c'est un peu... Mais ça, c'est séduit par Diaga et ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez, le PDS, c'est l'émanation du peuple sénégalais. Le PDS n'est pas une entité qui vient d'ailleurs. Nous voulons tout simplement manifester le droit du Sénégal qui nous donne. Vraiment, on doit marcher comme quiconque. Parce que si on continue comme ça, on risque vraiment de reculer de 100 ans derrière. Et c'est ce qui n'est pas bien. Macky Sall est censé protéger. Macky Sall a juré de respecter la constitution du Sénégal, n'est-ce pas? Et là, il est en train de violer la constitution du Sénégal. Il est en train de piétiner les règles les plus élémentaires. Il est en train de bafouer tout. C'est grave. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que Macky Sall, jusqu'à présent, il tâtonne. Macky Sall est en train de tâtonner. Si le PDS recule, il fonce. Mais cette fois-ci, ça... Abdoulaye Wade n'est pas là. Il revient le 14. Le 14 mai, nous allons marcher dans les rues de Dakar. Deuxièmement, un peu partout, au niveau des sections, les 4 départements, on va faire des manifestations. On va faire des tournées sans autorisation. Maintenant, il est en train de réveiller. Vous savez, il y a un de mes amis qui me disait que c'est que Macky Sall, s'il était Macky Sall, il allait laisser l'affaire la passer sans piper mot et personne n'allait en parler. Maintenant, il a poussé à tout le monde de parler. Si Lamine Niasse est sorti pour dire que lui, il va être là-bas, il emprunte à Boussafa Niasse sa prière. Il y a Michel, le professeur Ndiaye qui vient de sortir pour appeler toute la société civile à venir là-bas. Cela signifie qu'il est en train de nous faire une publicité extraordinaire. Et vous, présentement à Adjo News, on est en train de parler que de nous. Cela signifie que tout le Sénégal nous prête attention et tout le monde sera là. Et je dis bien, Ndiaga l'a dit tout de suite, je vais y revenir. Vous savez, Macky Sall, ce qui est impertinent en lui, c'est que il a des lieutenants qui ne parlent que lorsque le PDS est attaqué. Ils passent tout leur temps à attaquer. Abdourahmane Diouf l'a dit. Il dit que ces gens-là, jamais ils ne produisent. Pour des questions d'économie, ils ne parlent pas. Quand ils ouvrent la bouche, quand ils écrivent, c'est pour insulter. Et c'est pour insulter le président Abdoulaye Wade. Et malheureusement pour eux, Macky Sall, qui est leur mentor, n'insulte pas le président parce qu'il sait que s'il existe à cause de Maître Abdoulaye Wade, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils changent de façon de faire. Et on a vu hier, lorsqu'il appelait la presse, il a appelé une partie de la presse. C'est pas bien. Le Sénégal n'est pas un Sénégal divisé. Le Sénégal est indivisible. Mais Macky Sall, il pense que depuis qu'il est nommé, il doit faire ce qu'il veut du Sénégal. Il fait ce qu'il veut et personne n'en parle. C'est pas normal. Il est temps de parler. Des gens comme vous, M. Diédou, ce que vous êtes en train de faire, c'est salutaire. Des gens comme Ndiaga, mon ami qui vient de sortir, tous, ce qu'il parle là, c'est bien. Donc, c'est l'occasion pour moi, avant de vous quitter, de remercier vivement Adjo News pour ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ça, c'est des actes républicains que vous êtes en train de faire. Et je vous remercie. Merci. Nous on revient, on continue le débat, même si nous remercie, c'est bien. Et Ndiaga, nous, effectivement, il y a deux choses que j'ai l'impression, Ndiaga, pour cette manifestation, que j'ai compris. Ça veut dire, comme tu dis, dans le jeu politique, il y a un rapport de force qui existe. Et toujours, c'est ça d'ailleurs la force symbolique, la violence symbolique de l'État. Donc, beaucoup de philosophes l'ont parlé, les Weber et tout. Mais j'ai l'impression, Ndiaga, je ne sais pas si tu partages la même chose, que le PDS a finalement peur. Peur de quoi? Parce qu'ils savent de quoi Macky est capable. Donc, il veut se baser derrière le peuple pour amener le peuple. Parce que le peuple n'a pas peur. Et le peuple n'a jamais peur quand il s'agit de descendre sur le terrain. Le peuple, par contre, est bien réfléchi. Avant d'attaquer, là, ils sont en train de dire, on laisse Macky quelque temps. Mais j'ai l'impression, là, ils ont péché,
c'est de ne pas faire ce combat-là un combat du peuple, même si Mbacké il nous dit que oui, c'est le peuple. Là, c'est un peu démagogique. On est d'accord. Les partis politiques ne sont pas le peuple. Ils sont populistes, mais ils ne sont pas du peuple. Effectivement, c'est ça mon problème. Comment faire pour que le combat-là soit un combat du peuple, au-delà du PDS? Est-ce que le PDS aujourd'hui va réussir à amener le peuple à descendre dans la rue? Est-ce que le peuple pourra faire la différence entre le combat de la dignité, entre ce que tout le monde, le consensus qu'il y a de la tyrannie au Sénégal, Ndiaga, sur ce côté-là, est-ce qu'on est capable de réussir le pari le 21 finalement? Oui, moi je pense que tu as raison de poser la question parce que j'ai dit tantôt et ça va peut-être paraître surprenant. J'ai dit à un ami, et il est du Parti démocratique sénégalais, que qui veut la paix prépare la guerre. Et donc la guerre se prépare avec méthode et organisation. Moi aujourd'hui j'estime que le PDS est un poisson pourri par la tête. Tous les gens du PDS, tous les ténors du PDS, l'élite du PDS traînent des casseroles. D'aucuns même sont pris par le collet parce qu'effectivement ils doivent rendre compte, ils ont des dossiers par-ci par-là, et voilà, et ça pèse sur eux. Le président Abdoulaye Wade, je termine, le président Abdoulaye Wade, je l'ai dit ici, son âge ne lui permet plus quand même d'avoir la vigueur qu'il faut pour mener des combats de ce type. Maintenant, ce que l'on peut faire et que je conseille à mes amis du PDS, c'est de vous revoir le format de l'organisation. Tout le monde sait qu'ils ont appelé à la marche et que la marche a été interdite. Ils sont à l'origine, quel que soit Alpha. Donc maintenant, je leur demande de s'ouvrir aux organisations de la société civile pour mettre sur place un comité beaucoup plus large qui va dépasser les cadres du Parti démocratique pour ratisser large quoi. Et je pense qu'ils ont largement le temps parce que d'ici le 21, il y a la possibilité de rencontrer ces forces indépendantes-là et de construire quelque chose qui puisse donner la confiance aux Sénégalais. Parce que moi, je n'ai pas confiance en ce PDS et je ne me bats pas pour le PDS, je me bats pour des principes, je me bats pour le respect de la liberté telle que consacrée par notre constitution. Je me bats contre cette forfaiture-là que celui qui est censé garantir notre constitution est en train de perpétrer, je veux dire, le président de la République. Et donc, je ne voudrais pas que le PDS sape cette dynamique parce qu'on aura fait mis en avant des considérations de parti, des considérations de personnes. Moi, je ne suis pas pour une telle posture. Je suis pour une réorganisation de la dynamique, pour capitaliser tous ces ralliements et élargir davantage et massifier davantage. Oui, là tu poses une question de principe, mais une question de réalité. C'est-à-dire que le PDS, d'oublier cette partie du PDS, comme tu dis, et de s'ouvrir, est-ce que c'est pas même peut-être nier finalement les fondamentaux du Parti démocratique? Est-ce que c'est vrai? Là, c'est un peu démagogique de leur part de se dire on est le peuple et finalement ils ne le sont pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas pour eux garder ce qui fait aujourd'hui la quintessence du PDS, malgré les casseroles comme vous dites, malgré ce qui se passe? Moi j'ai plutôt une autre lecture. Moi la lecture, oui. Est-ce que tu penses, est-ce qu'il est vraisemblable que Abdoulaye Wade, que nous avons connu avec 26 ans d'opposition, reste là à se voir refuser pendant 8 mois un droit consacré par la Constitution sans pour autant que la moindre activité soit signalée de sa part? S'il avait été plus jeune, plus vigoureux, il n'aurait pas accepté cela. Donc je dis, il a de la bonne volonté, il a du cœur, il a de l'expérience. Mais pour ce genre de combat, ça ne suffit pas. Il faut en plus de cela, c'est-à-dire que de la jeunesse pour porter un tel combat. Et là, je fais un coucou à ces jeunes-là. Les jeunes-là, ils doivent davantage prendre de responsabilités, s'organiser et prendre les devants de la scène, quoi. Parce qu'il y a une classe politique vieille qui souffle, quoi. C'est exactement ce qui se passe avec Abdoulaye Wade. Mais ça se passe avec Moustapha Niasse et son parti. Ça se passe également avec Tanor aujourd'hui. C'est des vieux qui ont passé leur temps et qui cristallisent leurs appareils politiques et qui empêchent
à leur parti de respirer, qui empêche à leurs propres jeunes de prendre des responsabilités et de s'affirmer. Voilà moi ce contre quoi je m'insurge, mon ami Buzz. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est d'ailleurs là quand je parle de cette peur, parce que finalement, comme je dis, le peuple n'a pas peur des répressions, parce qu'il n'y a pas. Mais ces gens-là, ils ont peur, notamment des casseroles que tu parles, mais de l'appareil qui est derrière, parce qu'il y a une bataille psychologique. Macky lui-même, il sait que le peuple, on l'a vu au Burkina, on est incapable, malgré l'armée qui va descendre, de tirer sur 2 ou 3 personnes. Ça se fera jamais. Mais par contre, les gens-là, ils ont peur, et c'est cette peur-là. C'est eux, les Bassirou Mbacké Faye là, les jeunes légitels qui doivent. Mais à chaque fois qu'ils commencent, on lui dit non. Il parle l'exemple de Abdoulaye Wade qui lui dit non, nous on aime le calme. Alors qu'ils oublient le premier rapport que tu dis. Il y a un rapport de force. Bassirou, est-ce que vous avez oublié que dans le jeu politique, il y a un rapport de force et une bataille psychologique? Allô? Allô? Oui, oui, Mbacké, monsieur Bassirou Diatta Mbacké. Mais permettez-moi de dire que Ndiaga, je l'entends parler, merci pour vos conseils, mais je tiens à vous dire une chose. Vous dites qu'on traîne des casseroles, certes, on traîne des casseroles, certes, je dis bien, mais c'est pas tout le monde. Dans le PDS, il y en a qui sont très clean, qui peuvent nous amener loin, et la jeunesse est en train de s'organiser. Vous savez, lorsque Baragay est parti, qui s'est organisé, il est présentement maire, c'est lui qui dirigeait l'UJTL. Après, Baragay est remplacé présentement par Toussaint Manga. Depuis avant-hier, on tient des réunions pour remobiliser les troupes. C'est pas facile quand on tombe. Pour se redresser vite, c'est pas facile. Mais n'oubliez pas que Macky Sall est le plus riche de tout le monde. Lui, si nous on traîne des casseroles, lui, je ne sais pas ce qu'il traîne. Mais la déclaration de patrimoine de Macky Sall est exorbitante et inconcevable. Bon, pour le moment, il est le président de la République. Il est le plus riche de partout. Vous savez qu'il parle d'être riche, il a des maisons à Sali, il a des maisons à Houston, il a des superficies, des terrains de 9 hectares, il a un parc même automobile de 35 véhicules qui parlent, des terrains à Fatick un peu partout, des villas, même sa femme, Marème Faye, a des villas à Sacré-Cœur. Oui, oui, mais oui, d'accord, Bass, mais revenons sur votre organisation. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous attendez pour descendre sur le terrain? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis que Macky Sall est aussi riche que ces gens-là, et lui, il a des problèmes et il va rendre compte, donc si c'est ça. Et pour nous sommes en train de nous organiser. Demain, je vous invite à Guédiawaye, on a une organisation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les CLC se réunissent? Tous les CLC doivent se réunir et on existe un terrain et les CLF vont se réunir. Quand les CLF se réunissent, après leur réunion, on va faire des conférences de presse pour montrer aux gens que nous sommes là et nous allons marcher le 21. Maintenant, ils parlent de société civile et autres, mais la société civile, quand elle vient elle est la bienvenue quand elle vient. Mais sinon, nous, on est là, on s'organise comme d'habitude. Les sections sont sommées de se réunir. Je vous ai parlé tout de suite d'une tournée qu'on va faire. Le comité directeur va descendre au niveau des 4 départements. Et mieux encore, le front encore va venir. Et donc, Macky Sall, tout ce qui est en train de gesticuler là, c'est pour nous faire peur. Ça ne nous fait pas peur. Maintenant, le PDS existe bel et bien. Il y a une organisation des femmes, il y a une organisation des jeunes, il y a une organisation des arabisans. Partout, on a sommé ces gens-là de se réunir et de bouger. Donc, si je vous écoute parler, je sais que vous vous souciez de la République, certes, mais nous sommes de la République, mais aussi nous sommes du PDS. Et le PDS est là et restera toujours debout. Ça, soyez sûr. Merci Ndiaga, oui, on continue. Mais merci Bassirou, en tout cas, de ces paroles-là, ce qu'on attend. Parce que finalement, Ndiaga, oui, on fait la différence. Mais un parti politique, c'est ça, surtout quand il est dans l'opposition. C'est de représenter dignement cette population, c'est d'organiser des choses, de les comprendre et de les traduire, de donner ça, finalement, la compréhension. Et la compréhension qu'il y a aujourd'hui de ce pays-là, c'est qu'il y a une tyrannie qui s'installe au Sénégal. Et cette tyrannie, c'est eux d'ailleurs les premières avant-gardes, c'est eux qui doivent descendre ça. Et ils sont en train de les défendre. Mais malheureusement, on ne sent pas, comme tu l'as dit, on a vu beaucoup de choses se passer, sans parler des marches. On a vu l'acte 3 de la décentralisation. On ne comprend absolument rien, parce que ce n'est pas tout simplement dans l'opposition, dans le rapport de force, mais aussi dans la compréhension et la traduction des actes et des réformes. Aujourd'hui, par rapport aux réformes, on n'entend pas grand-chose finalement. On a vu l'acte 3 de la décentralisation qui est un vide
Et finalement, on n'a pas compris, on n'a pas vu le PDS aujourd'hui. C'est pourquoi, certainement, tu nous dis, parce qu'ils étaient là un peu avec l'histoire de Karim de Grande, et les réformes à l'université, on n'a pas trop senti le PDS. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que le peuple, au-delà même des casseroles, c'est comme ça, hein, parce que le peuple peut pardonner. On l'a vu avec Tanor, on l'a vu avec Niasse, c'est les PS, Parti Socialiste, qui sont revenus au pouvoir. Certainement, le peuple pardonne. Mais on ne sent pas une opposition, finalement, au-delà des marches. Je ne sais pas si c'est ce qui fait Macky de continuer à être tyrannique, à être dictateur, je ne sais pas. Bon, moi, je dois rappeler que j'ai un passé d'homme de gauche. Donc, je ne peux pas fonder mes espoirs sur un parti libéral. Et ça peut se comprendre. Et partant de là, ce qui me fait le plus mal, c'est que tous les amis de la gauche sont allés se rallier devant l'oppresseur. Ils se sont systématiquement ralliés. Tous les partis de gauche mangent à la main de Macky Sall aujourd'hui. Et bon, je ne citerai pas de nom, mais je parle de tous les partis de gauche sans exception. Cite-moi un seul parti de gauche qui exerce une opposition claire. Il n'y en a pas aujourd'hui au Sénégal. Et c'est très triste parce que, effectivement, les problèmes sont là. Moi, je dis qu'entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, il n'y a pas une grande différence, quoi. C'est la dialectique du maître et de l'élève. Ce que Macky est en train de faire, nous l'avons connu sous Wade. Seulement, il est en train de le faire pire, quoi. Parce que je dis que Wade n'a jamais pris une mesure aussi scélérate qui va suspendre pendant 1 mois les libertés de manifester et d'association. Ça n'a jamais existé. Ni Wade, ni Diouf, ni Senghor. Et ça, voilà pourquoi moi je dis que ce combat dépasse les cadres politiques. C'est un combat citoyen, un combat républicain. Et je ne voudrais pas que l'on sape la dynamique en mettant en avant des logiques de parti, quoi. Moi, je ne suis pas pour ça. C'est-à-dire qu'il faudra tendre la main aux forces vives, du moins pour ce qu'il en reste, quoi. Pour que l'on se manifeste. Pour non pas faire en sorte que le PDS puisse tenir sa marche, mais peut-être pour que le gouverneur et le président de la République, en passant par le ministre de l'Intérieur, retirent cette forfaiture, quoi. Parce que quand on aura retiré cette forfaiture, là, on va rétablir la normalité et le PDS pourra manifester. Parce que moi, je ne vous trouve pas d'intérêt que l'on dise que voilà, il faut que le PDS manifeste. Et puis, quand le PDS aura fini de manifester, on ferme les vannes. Personne ne va plus manifester pendant ce qui restera de ce mois-là. Vous voyez là où je veux en venir. Donc, ce combat-là ne devrait pas être condamné à un combat pour la marche du 21, tout simplement. C'est une mesure scélérate. Pour 1 mois, nous devons combattre cette mesure-là dans toute sa substance et son extension. Voilà. Merci Ndiaga. En tout cas, c'est clair, le combat que nous menons aussi dans ce débat-là, même s'il faut donner la parole aux gens du PDS, aux partis politiques, parce que comme Macky aussi Gata l'a rappelé, ils sont partie intégrante de ce peuple-là. Quand on se bat, quand il se bat aussi pour il se bat pour des droits, ils se battent pour des droits, c'est aussi pour le peuple. Donc, c'est le combat qui va être mené pour que Macky enlève ça. Mais moi, j'ai encore une question. Je ne sais pas si tu l'as senti. J'avais écrit un article il y a longtemps où je parlais d'un consensus sur une tyrannie qui s'installe. J'avais écrit, et certainement je vais le publier demain, je l'avais publié. Je vais le publier. Mais si tout le monde, comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on arrive au pouvoir Ndiaga, on refait ce qui nous a permis. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ah, tu voulais parler? Non? Bassirou Mbacké Diatta? Je vous écoute bien, je suis séduit. Continuez. Ok. Et comment se fait-il à chaque fois que nous nous battons, Ndiaga? Est-ce que c'est la question que je l'avais posée? Nous nous battons jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose. Parce qu'avec Abdoulaye Wade, c'était ça. Et ça, j'étais content. Moi, je le dis, parce que Abdoulaye Wade avait fini par mettre ce droit de la manifestation, de vote, de grève dans la Constitution. Et il avait même... c'était comme une réforme, quoi. Et tout le monde était d'accord. Et aujourd'hui, encore, on repart à 0 pour ce droit-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dès le début? Parce que, comme tu dis, si la personne qui arrive au pouvoir copte toutes les personnes qui sont censées défendre ces valeurs-là,
et qui mange à sa main et qu'on bafoue le droit du peuple, parce que ce n'est pas un droit de parti, c'est un droit du peuple, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est de dire carrément que là, vous ne touchez pas à nos droits, ou bien c'est que c'est laisser tout le monde. Moi, j'ai un problème avec ça. J'avais dit que dans ce cas d'espèce, il y a 2 cas de figure qui peuvent être alliés pour donner 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est de soutenir la contradiction et le rapport de force. Et c'est pourquoi je dis aux amis qui veulent la paix, préparent la guerre. Parce que nous avons l'exemple en 2011 avec le FESMAN, les gens n'ont jamais laissé. Et finalement, le président a laissé du lest parce qu'il les savait préparer. Donc, si le PDS veut marcher, il n'a qu'à donner des gages de son intrépidité, de son engagement et de sa détermination à marcher. Et je pense qu'ils y travaillent. L'autre posture, c'est la posture de légaliste. Je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas? Elle aurait fonctionné si nous avions été dans un état de droit avec une séparation réelle des pouvoirs. Aujourd'hui, on pouvait peut-être dire que voilà, on va saisir la Cour suprême pour casser cela. Mais si on saisit la Cour suprême, tu sais ce qui va se passer? On va suspendre les deux requêtes. On va suspendre et l'arrêté du gouverneur et on va suspendre l'autorisation de marche jusqu'à ce que l'on rende le jugement. Donc il n'y aura pas de marche. Et je pense que ça, c'est pas souhaitable. Maintenant, la posture, c'est d'abord d'introduire un recours et de se battre sur le terrain. C'est la procédure, c'est la posture mixte, quoi. Et moi, je suis pour que l'on allie les deux. Que les gens se préparent à braver les forces de l'ordre, je le dis, parce que ici, rien ne se donne, quoi, dans des cas de figure. Que les gens se préparent. Et en même temps, que les gens également introduisent un recours devant la Cour suprême pour encore revenir sur une jurisprudence, comme nous l'avons connu avec Alioune Tine, l'État du Sénégal. Je vais revenir sur une dernière question pour finir, mais il y a juste un auditeur qui est là. Juste lui, c'est Abdou Khadre. Il n'était pas d'accord tout à l'heure pour marcher. Il faudra attendre la francophonie. Mais juste une question. Oui, bonsoir Abdou Khadre. Oui, bonsoir. En fait, je voudrais reprendre la parole pour quelques minutes, un tout petit peu. Oui. Voilà, en fait, moi je ne suis pas d'accord quand les autres chroniqueurs disent que Macky Sall est en train d'interdire à tour de rôle toutes les manifestations qui sont organisées au Sénégal, mais il faut rappeler tout juste que le PDS et ses membres avaient coûte que coûte vaille tenu à interdire toutes sortes de manifestations en 2012. Même il y a eu Mordor, Mamadou Diop, etc. Donc à la place de l'Obélisque, à la place de l'Indépendance, il y a beaucoup de manifestations qui avaient été interdites en 2012. Et Maître Abdoulaye Wade passe tout son temps vraiment, à mon avis, ce ne sont pas des pierres que je suis en train de jeter, mais ses sorties médiatiques sont de plus en plus intenses. Et il dit tout le temps, je cite ses propos, je ne rendrai pas le Sénégal ingouvernable. Et il continue à faire des sorties de presse. En fait, le problème, c'est que le problème que j'ai avec les gens du PDS, c'est tout le temps, ils essaient en quelque sorte de s'auto-glorifier. Parce que quand leur leader a parlé d'Abdou Diouf, il dit que c'est un congrès sans débat. Un régime qui est pluraliste. Quand il parle de Senghor, il dit que c'est un bonnet sur une seule tête. Alors, quand il parle à lui-même, il fait ses éloges avec son régime libéral. Tout est permis sans autorisation. C'est la raison pour laquelle le pays était peut-être en quelque sorte dans l'anarchie. Abdou Diouf avait créé la CREI et puis après plusieurs dossiers non traités, il décide de ne plus continuer. C'est à lui maintenant de régénérer ou bien même de supprimer la CREI. Alors, moi, le problème que j'ai avec les gens du PDS, Macky a interdit leur manifestation pour cause, parce qu'il y a un sommet de la francophonie. Maintenant, après le sommet, le président dit qu'il va les autoriser à manifester. Oui, mais attendons d'abord le sommet de la francophonie, même s'il a eu à interdire toutes sortes de manifestations avant le sommet de la francophonie. En fait, le problème aussi que j'aimerais soulever, c'est que des fois, avec la politique, c'est un tout petit peu compliqué. Moi, je dis toujours qu'ils sont toujours dans le même sac, en fait. Parce que l'autre, comme disait l'autre, politique c'est quoi? C'est juste des gens qui se connaissent, qui ne se font pas la guerre et puis qui tentent dans leur sillage d'organiser une sorte de guerre entre des gens qui ne se connaissent pas.
Alors, moi, au Sénégal, il y a une sorte de jeu de dupes en politique. Tout le monde s'intéresse à la politique, tout le temps on fait de la politique en permanence. Tout le monde est politicien et même c'est un métier professionnel, un milieu entrepreneurial. Alors qu'ici, dans les pays les plus développés, les débats tournent maintenant autour des questions précises de programme. Les candidats aspirant à diriger peut-être le pays, etc. Ou bien les départements, ou bien selon les mairies. Alors, ici, on est assujetti à une tradition de sonorisation. Les candidats, que ce soit du PDS, de l'AFP, du Réumi, toujours, ils imposent en tout cas une sorte de caravane, même dans les meetings. Donc tout le temps, on est en train de faire de la politique. Pour vous dire qu'au Sénégal, la politique est faite de calculs, trop de calculs. Elle se concentre sur peut-être la répartition des sièges, des strapontins, le nombre de conseillers, d'électeurs, le nombre de députés. Ils sont prêts à défendre toutes les opinions sénégalaises, même celles de la classe basse, pourvu qu'elles les apportent quelque chose en retour équivaut sur ce terrain à la carte électeur. Alors, et même on l'a vu lors des récentes grèves à l'université Cheikh Anta Diop, tout le temps ils étaient occupés à consoler les étudiants, alors que c'est eux qui étaient en tout cas en régime. Alors, le dédain de la politique a fini en quelque sorte de faire de mes congénères, non pas des intellectuels qui réfléchissent, mais des diplômés qui sont d'accord avec rien, mais qui ne prendront peut-être la moindre initiative. Alors, il faut en tout cas au Sénégal qu'on sorte de ce cabotinage politique. Tout le temps on est assujetti, tout le temps on est lié ou relié au maillon le plus petit ou bien à la chaîne. Il faut qu'on arrête ce jeu politicien, qu'on s'interroge sur le véritable débat qui peut amener le Sénégal de l'avant et qui peut faire émerger le pays. Laissons Macky Sall avec son plan Sénégal émergent. Je ne suis pas un pro-Macky, je vous le rappelle. Je ne suis pas un pro-Macky, je ne suis pas un pro-réaliste ou bien quelque chose que ce soit. Je veux dire juste parce que le cirque sénégalais qu'on appelle manifestation et qui va être organisé par le Parti démocratique sénégalais ne doit pas être autorisé. Pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, après juste... Allô? Je t'écoute, ouais. Oui. Pourrais-je continuer un peu? Tout à fait, oui, allez-y. Voilà. Je voudrais dire, ce cirque, moi je le rappelle... Moi, j'ai plus de batterie. Ici, il n'y a toujours pas d'électricité, mes amis. Ok. Oui. Bon, c'est un peu compliqué. Abdourahadre, oui, un dernier mot pour finir, Abdourahadre. Oui, en tout cas, je vais vous dire pour quelque chose de très simple. Il faut, pour conclure, au Sénégal, il faut que l'on arrête la politique politicienne. Ça n'a pas de sens. Il faut aussi qu'on respecte les droits humains, sauf en cas de perturbation. Il y a le droit de manifester, mais en cas de sommet de francophonie, il y a des autres qui viennent, il y a la démocratie, donc ça prime en première position. Après le sommet de la francophonie, on autorise toutes sortes de manifestations. Et on arrête de dire tout le temps les politiques. Les politiques eux-mêmes doivent aller travailler. Merci. Il y a l'intérêt du Sénégal, c'est ça qui nous fera émerger. Merci Abdourahadre. On va donner la parole à Bassirou parce que juste avant que sa batterie ne coupe. Bassirou, tu es là? Oui, je suis là. Oui, est-ce que tu as entendu? Donc voilà, juste pour répondre, ce sera votre dernier mot. J'ai bien entendu, mais je tiens à dire à Abdourahadre que je suis content, mais parmi les politiciens, il y a beaucoup qui sont des fonctionnaires. Oui. Bon, je pense que Bassirou ne doit plus avoir de batterie. Et ça aussi, c'est les conséquences de ce pays-là. C'est pas pour dénigrer. Je pense qu'il est parti, Bassirou. On va revenir. Ndiaga, juste, j'avais une autre question, mais je vais poser la question. Parce que les gens oublient que dans ce qu'on appelle travail, dans ce qu'on appelle démocratie, il y a aussi cette question de la liberté. Parce que si on n'a pas de liberté, ça peut entraîner d'autres choses, ça peut même avoir des conséquences sur le travail. La question qui se pose aujourd'hui sur le travail, Abdourahadre peut-être l'a rappelé, il faut travailler, mais on doit travailler. La liberté fait partie aussi de ça. Parce que quelqu'un qui vous prive une liberté de dire ce que vous avez envie, certainement viendra dans l'entreprise pour vous dire vous n'avez pas le droit de vous syndiquer et après vous n'avez pas le droit
si votre électricité, ainsi de suite, vous n'avez pas le droit de faire un enfant, ça commence toujours par là. C'est pourquoi la notion de liberté va avec le travail, va avec l'organisation. Je ne sais pas, Ndiaga, si tu es d'accord avec moi. Oui, autrement dit, on ne peut pas parler de démocratie sans état de droit. Parce que le droit et la législation devraient permettre quand même de garantir la paix civile, hein, voilà, d'arbitrer les conflits entre citoyens. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le président de la République est un citoyen, même si on peut le concevoir comme un citoyen spécial, quoi. Donc voilà. Maintenant, ce que je dois dire, il faut regretter la politisation de cette affaire, quoi. Parce que moi, je pense que, encore une fois de plus, l'important, c'est pas la marche du PDS, c'est l'arrêté et son contenu et l'esprit de l'arrêté qu'il faut combattre, quoi. Et je pense que je demanderai à Abdou Khadre d'y voir de plus clair, quoi. Parce qu'effectivement, tu as bien raison de dire que la liberté, elle est fondamentale, quoi, pour le développement, pour la stabilité, pour les affaires, pour la paix civile, quoi, tout simplement. Et je pense que si on se met à prendre des mesures qui restreignent la liberté, on peut s'attendre à ce que les gens se révoltent et créent une certaine instabilité. C'est pourquoi je dis que le président de la République aurait gagné à donner des instructions pour consolider les libertés de manifestation plutôt que de les interdire. Parce que de par le passé, l'expérience nous a montré que toutes les fois où les manifestations ont été organisées, tout s'est très bien passé sans problème. Et les fois où on a refusé, c'est des émeutes à n'en plus finir. Et je pense que ça doit compter dans la décision du président de la République, quoi. Et c'est très important à souligner. Le président de la République ne devrait pas, comme ça, peut-être prendre des mesures qui compromettent la paix et la stabilité. Donc moi, quand on dit que voilà, c'est pour des raisons de sécurité, moi je pense que le problème qui va nous priver de la sécurité, c'est cet arrêté du gouverneur-là qui va créer de la crispation, de la tension en l'air. Et si les gens sont déterminés à manifester, il faut voir dans le climat politique des perturbations qui vont se profiler et on aurait pu en faire l'économie, quoi, je pense, de façon sage. Autre chose, c'est que ça soit dans le régime de Wade ou actuellement avec Macky Sall, le problème, c'est un problème de respect des libertés démocratiques. Quelle que soit la nature et la personne qui va transgresser cette liberté, ce qui compte, c'est de se dresser contre le transgresseur, quoi. Et aujourd'hui, que ça soit hier avec Wade ou aujourd'hui avec Macky, c'est pas important. Ce qui est important, c'est-à-dire que nos droits sont menacés et nous devons nous organiser en conséquence pour faire protéger nos droits, nos libertés, parce que le président devait pouvoir le faire, mais manifestement c'est lui qui vient fossoyer cette liberté-là. Donc il nous appartient, c'est tout le sens de la souveraineté populaire. Quand le président, à qui on délègue certaines prérogatives pour peut-être nous assister sur des questions qui nous concernent, fait preuve de défaillance, le peuple peut se saisir et rétablir, hein, la normalité des choses. C'est ce qui s'est passé. Je n'évoque pas la révolution, mais de façon, c'est-à-dire que je fais une théorie de la bonne gouvernance, pour ainsi dire, quoi. Ce qui fait fonctionner la bonne gouvernance et ce qui peut créer une entorse à la bonne gouvernance. Voilà. Il y a une dernière question et ça va finir. Et d'ailleurs, c'est moi, c'est mon point de vue. Tu répondras. J'ai l'impression que tous ces retards-là du PDS, le PDS attendait que le peuple vient à sa manifestation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, peut-être c'est l'impression, que le peuple est capable aujourd'hui de faire la différence entre les paroles politiciennes. Aujourd'hui, je pense que si les mouvements, on va dire civiques, les ONG, un peu les mouvements citoyens, c'est parce qu'ils ont quand même compris, ou en tout cas ils ont saisi que Macky a finalement dépassé la limite. Au début, c'était une manifestation, c'était des états d'âme du PDS, mais qu'aujourd'hui, Macky a dépassé dans cet arrêté finalement, parce que c'est pas normal. Marguerite Audra. Et je pense que cette lecture du peuple, qui a quand même été patient dès le début, je ne sais pas si tu as la même lecture que moi pour finir sur ça. Non, c'est-à-dire que le problème réside dans
la substance de l'arrêté du gouvernement. Encore une fois de plus, c'est l'interdiction de toutes les manifestations publiques pendant un mois. Donc ça veut dire que pendant un mois dans Dakar, il ne devrait pas y avoir une manifestation de 10 personnes. Ça dépasse le PDS. Moi, j'ai l'impression que les gens, voilà, ils se détournent de l'essentiel, quoi. C'est grave ce qui se passe. Buzz. C'est pourquoi moi, j'aime pas le discours et l'intervention du PDS qui rend flou l'interprétation qui devrait être faite de cet arrêté du gouverneur, quoi. Voilà. Merci, c'est la fin de votre émission. Merci Abdou Khadre, merci Bassirou Mbacké Diatta du PDS. Merci à tous les éditeurs qui nous ont écoutés. Vous l'avez compris, ça passe pas au Sénégal. C'est des débats qui se posent pas certainement ailleurs, que nous posons ici pour discuter avec vous, essayer de trouver des solutions, pas effectivement de langue de bois, pas avec une langue pendue bien sûr, mais ce n'est pas pour, c'est pour la construction du pays Ndiaga. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mercredi, même heure, même endroit, c'est ici même. Merci et je vous dis la semaine prochaine. Ciao. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Ça se passe au Sénégal, c'est l'émission phare sur Adu News Radio. Babacar Buzz Diédhiou et ses chroniqueurs discuteront du rôle de la première dame et du droit à la manifestation ce lundi 10 novembre 2014 à 20h heure Sénégal. Thème 1, première dame, son titre, sa fondation, son argent. Thème 2, le droit de manifester est-il un droit fondamental? Marche des libéraux. La manifestation, un droit constitutionnel ou un droit qui dépend des humeurs du président de la République. 20h, 22h, c'est l'heure du débat sur Adu News Radio. Participez par Skype en tapant Adu News Radio. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Réumi Kawo total.